Nous sommes à 112 km de Ouagadougou, précisément dans la commune de Kongoussi, où le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure est venu rencontrer les fils et filles de la localité qui sont en proie pour des problèmes de parcelles. La situation ayant dégradé a engendré de vives tensions entre la population et l'administration locale. Mais bien avant cette rencontre, le ministre avait mandaté une équipe d'inspection technique qui a investigué du 4 au 8 juillet dernier et selon leur rapport, bon nombre d'irrégularités ont été constatées. Il y en a qui ont plus, il y en a au moins 160 personnes qui ont au moins 2 parcelles. Et tous ne sont pas des propriétaires terriens, parce que pour les propriétaires terriens, il y a eu une délibération du conseil municipal qui dit que si vous avez par exemple 1 hectare, vous avez droit à 4 parcelles. Mais même si les 4 parcelles attribuées là, votre nom ne peut figurer qu'une seule fois. On a vu aussi des gens qui ont eu des parcelles sur la base d'un acte de naissance. Mais la loi n'a pas retenu l'acte de naissance comme un document à utiliser dans le cadre du lotissement. On a vu même des cartes d'identité burkinabés qui ne sont plus en vigueur, qui ont été utilisées. On a vu des parcelles attribuées aussi à des mineurs. La loi dit qu'il faut avoir au moins 15 ans. Ainsi, plus de 5000 demandeurs de parcelles, 5109 parcelles attribuées. La situation est tendue. Après plus de 4 heures d'échange, il en ressort la mise en place d'une commission consensuelle des règlements des litiges. Avec l'appui du ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat, pour que lorsque la lettre va arriver ici, les contours de cette petite structure qu'on met en place ici soient bien circonscrits et que la commission ne fasse pas autre chose que ceux pour lesquels elle a été mise en place. On a dit, c'est pour vérifier, parce qu'il y en a qui ont payé. Est-ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui des gens qui ont payé et qui n'ont pas eu de parcelle? Si oui, il faut trouver une solution. Regardez également ceux qui étaient les propriétaires terriens, qui ont eu des parcelles en compensation, mais pour lesquelles il va falloir voir comment, sous quelle forme, ces parcelles-là vont leur être données pour qu'ils aient des papiers. Cette commission, si réellement c'est des gens qui vont travailler en tenant compte de la vie sociale des gens, c'est bon. Si c'est des gens qui ne vont pas remettre en cause un travail qui a été fait près de 6 ou 7 ans, il n'y a pas de problème. Si c'est des gens dignes de foi, qui vont vraiment réellement travailler pour que Kongoussi ait la paix habituelle, c'est bon. Le ministre d'État, très confiant, croit en une sortie des crises. Le fait d'avoir donné la possibilité aux gens de vider tout ce qu'ils avaient dans le fond, eh bien, c'est une très bonne chose qui participe de la pacification de la cité. Et cela a été fait en plein jour. Et personne ne peut dire qu'il y a tel camp qu'on a écouté, tel autre qu'on a négligé. Tout le monde était là, tout le monde a eu la parole et on s'est entendu qu'il faut que notre action aille dans le sens de pacifier la cité. Afin que tout le monde ait obtenu une parcelle. Cette rencontre demeure ainsi une lueur d'espoir pour ses habitants qui attendent beaucoup de cette commission et ainsi un retour à la normale à Kongoussi. À l'instar des élèves, l'appareil judiciaire a fait sa rentrée 2016-2017 ce 3 octobre sur le thème juridiction et démocratie financière, quel dispositif pour une contribution à la transparence dans la vie publique. Et c'était en présence du chef de l'État. Je voudrais non seulement saluer le thème qui a été choisi puisqu'il s'agit de la démocratie financière, ce qui signifie la transparence dans les actions de fonds publics, la redevabilité et la nécessité pour les citoyens également de s'intéresser à la gestion publique. Et je crois que autant de questions qui sont des questions qui rentrent effectivement dans le programme et que j'ai promis de mettre en place au Burkina Faso, qui est un programme où je demande que l'ensemble
je dirais, des acteurs de la fonction publique, de l'administration de façon générale, sachent que désormais, les choses ont changé. Chacun sera redevable de ses pratiques au niveau de son administration. Les juges ont placé leur entrée sur le principe de la démocratie financière. À cet effet, soulignons que le contrôle et la sanction des gestions sont assurés par le juge des comptes. Le juge des comptes apparaît donc comme étant la structure qui rassure le citoyen que les affaires de l'État, comme on l'a dit tantôt, sont gérées dans la plus grande transparence en s'inscrivant dans une triple dimension, à savoir soumettre les agents publics à la reddition de comptes ou veiller à ce qu'ils le fassent, adopter résolument une démarche de sanctions objectives aux manquements observés, assurer la crédibilité dans la conduite des affaires publiques. Par ce thème de la démocratie financière, comme l'a fait ressortir le rapporteur, le ministre aussi, par une gestion transparente des finances publiques. Et pour cette gestion transparente des finances publiques, il y a un processus. Donc c'est d'abord la loi qui a été votée par le Parlement, ensuite exécutée par le gouvernement, et le pouvoir judiciaire, le juge maintenant, vient vérifier tout ça. Et tout ça a été fait conformément, en tout cas, à la loi. En croire l'ordre des avocats, des réformes doivent être introduites pour assurer une plus grande équité de la justice. Mon barreau pense déjà à une extension plus conséquente de la compétence du juge financier. Il devrait exercer un contrôle sur l'emploi des ressources collectées auprès du public dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par tout organisme public ou privé faisant appel à la générosité publique. Il devrait aussi vérifier les comptes des partis politiques, comme au Sénégal ou au Bénin. Vérifier les dépenses des campagnes électorales, comme au Bénin, ou au Mali, ou au Niger. Puis, en droite ligne avec la communalisation intégrale et la création des régions, il serait bon de penser à moyen terme à la création de chambres régionales des comptes adaptées à nos réalités. De même, mon barreau plaide pour que les pouvoirs publics songent à opérer des réformes tendant, premièrement, au renforcement de la publicité des débats et du principe du contradictoire. Deuxièmement, à la suppression pure et simple de la règle du double arrêt. Arrêt provisoire, arrêt définitif, et dans le cadre de procédures contentieuses. Troisièmement, à la décharge du comptable public par ordonnance du président en cas de défaut d'ouverture d'une instance contentieuse. Des propositions que le président précise avoir déjà pris en compte. Puis le pacte de renouveau de la justice, il y a une disjonction complète entre l'exécutif et le judiciaire. Et cela signifie de façon très claire que toutes les questions de justice sont dans les mains également de la justice. C'est tout simple. Je pense qu'il faut que nous comprenions définitivement que nous ne sommes plus dans des états d'exception, que nous sommes dans un état de droit et que nous devons respecter l'ensemble des procédures. Je puis vous assurer qu'en tant que président du FASO, je ne me mixe pas dans ces questions-là. Parce que je considère qu'aujourd'hui, le peuple burkinabé en attente d'une justice sur les différentes préoccupations que vous avez posées, et nous ne pouvons qu'exhorter les juges et la justice à faire avec le maximum de célérité son travail pour que chacun soit puni à la hauteur de ses forfaits. Je crois que ça s'arrête là. Et tout le reste n'est que politique politicienne de mon point de vue, parce qu'en tant que président du FASO, je ne me mixe pas, en tout cas dans la gestion de ces questions, et j'ai toujours demandé au corps de la justice de faire en sorte que ces procès, nous puissions les terminer le plus rapidement possible. Pour nous, c'est important, parce que plus tôt tout cela sera jugé, plus les Burkinabés regardons vers l'avenir. Plus nous traînons avec, plus nous regardons dans les rétroviseurs et nous n'avançons pas.
En plus de leur autonomie, les magistrats espèrent un soutien en infrastructure de la part du gouvernement pour mieux exercer leur profession. En tout état de cause, les juges devraient travailler à redorer leur image aux yeux de la population. Le pouvoir judiciaire s'est dissocié de l'exécutif le 28 mars 2015. Cependant, le chef de l'État demeure le garant constitutionnel de l'indépendance de la magistrature. Une indépendance qui laisse alors à désirer, au point que certaines personnes, dont Maître Alexandre Varro, avocat de Djibril Bassolé, accusent l'exécutif d'immixtion. Des accusations fort démenties par le chef de l'État. Puis le pacte de renouveau de la justice, il y a une disjonction complète entre l'exécutif et le judiciaire. Et cela signifie de façon très claire que toutes les questions de justice sont dans les mains également de la justice. C'est tout simple. Je pense qu'il faut que nous comprenions définitivement que nous ne sommes plus dans des états d'exception, que nous sommes dans un état de droit et que nous devons respecter l'ensemble des procédures. Je puis vous assurer qu'en tant que président du FASO, je ne me mixe pas dans ces questions-là. Parce que je considère qu'aujourd'hui, le peuple burkinabé en attente d'une justice sur les différentes préoccupations que vous avez posées, et nous ne pouvons qu'exhorter les juges et la justice à faire avec le maximum de célérité son travail pour que chacun soit puni à la hauteur de ses forfaits. Je crois que ça s'arrête là. Et tout le reste n'est que politique politicienne de mon point de vue, parce qu'en tant que président du FASO, je ne me mixe pas en tout cas dans la gestion de ces questions et j'ai toujours demandé au corps de la justice de faire en sorte que ces procès, nous puissions les terminer le plus rapidement possible. Pour nous c'est important parce que plus tôt tout cela sera jugé, plus les Burkinabés regardons vers l'avenir. Plus nous traînons avec, plus nous regardons dans les rétroviseurs et nous n'avançons pas. Toujours dans le même dossier, le ministre de la Justice est remis en cause et là, René Bagoro ne mâche pas ses mots. Dans une conférence de presse qui disait que nulle part au monde un ministre de la Justice ne peut être parti au procès, moi je voudrais lui demander d'aller revisiter ses cours de droit. Je suis juriste comme lui et dans aucun texte il n'est interdit à un ministre d'être partie civile. Parce que le statut de ministre n'enlève pas la citoyenneté, le droit des citoyens. Or, parmi les droits des citoyens, il y a la possibilité d'ester en justice. Donc je défie cet avocat-là de dire, si réellement c'est sur le plan du droit qui défend le dossier, de dire quelle est la disposition ou quel est le principe général du droit. Parce qu'en droit, généralement, soit vous avez des articles de loi, soit vous avez des principes généraux qui interdisent à un ministre dont les droits ont été violés ou qui s'est senti agressé d'être partie civile dans un procès. Du reste, je dois lui rappeler que je suis constitué partie civile dans le dossier avant d'être ministre de la Justice, parce que je n'étais pas encore ministre de la Justice. Et dans ma constitution de partie civile, je n'ai pas visé quelqu'un. Je suis heureux que lui dise que c'est contre son client que je me suis constitué partie civile. J'en prends acte et je demande au juge d'instruction de reconnaître, que lui-même reconnaît que dans le push là, son client est impliqué. Sinon, quand moi je me suis constitué partie civile, c'est par rapport à la séquestration, à mon arrestation, à ma séquestration, que j'ai constitué partie civile. Maintenant, s'il peut, dans ses déclarations, il nous permet de savoir que c'est contre une personne précise, je n'en sais rien. Mais ce que je dis, c'est que les déclarations qui ont été faites, elles sont beaucoup plus politiques que juridiques. En tout cas, je suis prêt à discuter avec cet avocat. S'il me dit quelle est la disposition juridique ou quel est le principe général de droit qui interdit à un ministre dont les droits ont été violés de se constituer partie civile. D'ailleurs, je dois rappeler à cet avocat que les meilleurs avocats devant leur dossier au prétoire et non devant la presse. Quand vous remarquez qu'un avocat se penche dans la presse, c'est qu'il n'a pas d'argument juridique. Je l'ai dit, le dossier n'est pas politique. Vous pensez que moi qui suis ministre de la Justice, lorsque j'ai mes droits violés, je ne dois rien faire? En ce moment, ça veut dire que quand vous devenez ministre, vous perdez vos droits. Non, ce n'est pas ça. Non, non, non. Même le président du FASO, s'il est primé dans ses droits, il a le droit de se constituer partie civile. L'égalité des citoyens devant la loi, c'est ça aussi. Je le répète, cet avocat n'a qu'à m'indiquer la disposition juridique et le principe général de droit, puisqu'en fait il est avocat, il doit parler en droit.
Voilà, il doit parler en droit. S'il m'indique cette disposition, voilà, j'aviserai. Mais j'ai dit, en tant que ministre, rien ne m'interdit de me constituer partie civile, si tant est que... Voilà. Et je rappelle aussi que je suis ministre de la Justice et je n'ai pas sous ma tutelle le tribunal militaire. Le tribunal militaire n'est pas sous la tutelle du ministre de la Justice, mais sous la tutelle du ministre de la Défense. Donc je crois qu'il n'y a pas de confusion. Et dans tous les cas, je suis assez mûr, je suis suffisamment respectueux des règles pour ne pas faire de mon cas personnel une influence sur les juridictions. Suite aux récentes affirmations du procureur général près de la Haute Cour de justice annonçant la non-poursuite de l'ancien président Blaise Compaoré pour haute trahison, le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique garde des Sceaux promet de travailler à réformer les textes pour que plus jamais aucune impunité ne soit laissée aux oubliettes. La coopération entre notre pays et la Chine-Taïwan porte des fruits et cela à travers l'appui dans plusieurs secteurs. Avec un don en matériel informatique, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure bénéficie de 139 ordinateurs neufs qui sont répartis au niveau des services déconcentrés. Et le ministre de tutelle veut que ce matériel soit bien utilisé. Ça a été donné, il y a eu une célérité dans l'affaire. Et ils ont dit qu'ils souhaitaient que ça soit immédiatement opérationnel entre les mains des utilisateurs. Ils souhaitent donc qu'en prenant ces machines avec le directeur général des services chargés de questions informatiques qui est là, que vous puissiez accompagner ces services pour rendre ces machines-là très opérationnelles. C'est tout ce que je voulais dire et souhaiter que vous puissiez dire aux utilisateurs d'être très regardants par rapport à l'entretien de ces outils de travail qui sont des outils modernes et sans lesquels toute performance ne peut être requise à ce niveau-là. Les bénéficiaires directs de ces ordinateurs ne cachent pas leur satisfaction et rassurent que le matériel servira à l'utilité commune. Ce dont va venir nous soulager dans le travail, nous permettre de travailler plus efficacement et avec beaucoup de célérité comme sur la hiérarchie. Vous savez que de façon générale, au niveau des administrations, les problèmes d'équipement se posent et aujourd'hui, l'outil informatique, sans ça, nous ne pouvons pas traiter de dossiers de façon efficace et atteindre des objectifs. Voilà, vous pouvez être rassuré que les besoins ont été exprimés, la requête a été faite sur la base des besoins que nous avons fait remonter des préfectures jusqu'au gouvernement, jusqu'au niveau central. Ceci étant, il n'est pas question que les ordinateurs prennent, on les utilise comme objet décoratif. Soyez rassurés que nous allons travailler avec eux. Dès que nous arriverons, ces outils seront déployés auprès de ceux qui sont bénéficiaires et qui en ont besoin. Notons que le matériel remis ce jour est issu des 1000 ordinateurs octroyés dernièrement par la Chine-Taïwan au Burkina Faso. Ce 5 octobre n'est pas une date de réjouissance pour le corps enseignant du Burkina Faso. Les 16 organisations syndicales de l'éducation ont marché ce jour en direction de leur ministère pour manifester leur mécontentement face à ce qu'ils appellent une descente aux enfers du système éducatif au Burkinabé. C'est le ministre en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation qui a reçu la plateforme revendicative axée essentiellement sur la question du statut, des revenus des personnels, des conditions de travail des acteurs et de la qualité de l'éducation. Et de notre pays se sont mis ensemble dans le sens de commémorer cette journée et en même temps interpeller les dirigeants, l'autorité politique quant à sa responsabilité face à la condition d'existence et de travail des enseignants. C'est pour ça que nous avons organisé cette marche en direction de l'immeuble de l'éducation, au but de remettre un message qui est tout simplement un message d'interpellation
Parce que l'ensemble des difficultés, des préoccupations liées au système éducatif, nous pensons que ce n'est pas des difficultés ignorées. Et il s'agit pour nous d'interpeller le gouvernement quant à sa responsabilité à assumer pleinement son rôle de garant d'un système éducatif de qualité dans notre pays. Le principal pilier, c'est l'enseignant. Et c'est pour ça que cette journée existe depuis plus de 50 ans et est célébrée à travers tous les pays du monde. Au Burkina, les enseignants ont décidé aujourd'hui à Ouagadougou de venir nous adresser un message sur leurs conditions de travail, sur le système éducatif. Le diagnostic qu'ils font, il est assez partagé parce que c'est ça la réalité de notre pays. Maintenant, la question de fond, c'est qu'est-ce que nous faisons et comment nous le faisons. Au niveau du gouvernement, nous l'avons toujours dit, la question de l'éducation n'est pas de la seule responsabilité de l'État. C'est vraiment ensemble que nous pouvons faire en sorte que toutes ces problématiques, toutes ces difficultés que nous rencontrons soient traitées à la satisfaction de l'ensemble des acteurs. Conscient des problèmes en cours, le ministre dit avoir pris acte des différentes revendications et annonce par ailleurs que le point s'agissant des 16% du budget alloué au système éducatif avait déjà été pris en compte par le gouvernement qui l'a augmenté de 3%. Désormais, le budget passe de 16% à 19%. Il promet par ailleurs que les différents points sont en cours de discussion. Les 19% du budget alloué à l'éducation nationale sont peu, crée la coordination nationale des syndicats de l'éducation et pour cause, la situation est chaotique. Des reculs considérables ont été constatés sur les différents plans suivants. Qualité de l'enseignement, insuffisance ou absence d'infrastructures et d'équipements pédagogiques, suppression de certaines aides telles que les bourses et l'internat aux élèves, recrutement de personnel en situation de précarité et inexistence quasi totale de formation des enseignants à certains niveaux, traitements salariaux et moraux extrêmement dévalorisants, création de nombreuses sources de recettes dans les écoles, établissements et universités publiques, mauvaise gestion non sanctionnée de ces ressources qui sont les fruits des sacrifices des parents, développement exponentiel de l'enseignement privé qui, selon les estimations de la Banque mondiale, représente plus de 40% des investissements dans le secteur de l'éducation, alors que 43% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. François Dessaliameogo précise que cette situation est la conséquence du désengagement de l'État vis-à-vis de l'éducation. L'école est en faillite, tout comme la société tout entière. Ça, c'est visible. D'ailleurs, vous ne pouvez pas demander à ce que l'école soit autre chose que ce que vous voulez. Donc, les mêmes contraintes qu'on a citées peuvent amener des gens à poser des actes qu'on pourrait qualifier d'inciviques, pendant que non. Si vous mettez des élèves dans un établissement, 100 et quelques par classe, ils font la moitié de l'année. Ils n'ont que 2 professeurs. Ils n'ont pas de cantine. Ils n'ont rien. Si ces enfants-là s'organisent pour demander à ce que leurs conditions-là soient améliorées, n'allez jamais aller dire que ces enfants-là sont inciviques. La porosité du système éducatif burkinabé est aussi la conséquence du soutien des partenaires techniques et financiers. La coordination appelle à une autonomie pure et simple des États.
Précisons que ce 50e anniversaire de la Journée mondiale des enseignants est célébré sous le thème « Valorisons les enseignants, améliorons leur statut professionnel ». Réunis à Ouagadougou, les responsables de sociétés de droits d'auteur des pays francophones de la sous-région prennent part à un séminaire international sur le projet WIPO Connect. Un nouveau projet exécuté dans le cadre de l'assistance technique de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le projet en particulier a pour but de fournir une solution à la fois locale et régionale ou internationale aux sociétés de gestion collective pour d'une part le partage de toutes les informations concernant les œuvres. Donc c'est une part très importante de la gestion collective, c'est ce qui permet à la fin de répartir les droits qui sont bâtis, et d'autre part d'améliorer les opérations de perception et de répartition, et donc de fournir aux ayants droit, aussi bien auteurs, créateurs, éditeurs, que les ayants droit des droits voisins, de percevoir une rémunération équitable pour l'utilisation de leurs œuvres. Donc, en gros, c'est vraiment une solution technique que l'on apporte en déployant un logiciel dans les différentes sociétés de gestion collective qui en font de la demande. Ainsi, WIPO Connect devra prendre en compte un certain nombre de catégories dans le renforcement des capacités des organisations de gestion collective de droits d'auteur et de droits voisins. Alors, dans un premier temps, le projet se focalise sur les œuvres musicales. Donc, c'est vraiment la documentation des ayants droit musicaux, des compositeurs, des créateurs, des auteurs. Et dans un deuxième temps, on travaillera sur les droits voisins. On commence actuellement à travailler sur les droits voisins, donc tout ce qui est interprète, producteur, etc. Dans un troisième temps, on inclura également les œuvres audiovisuelles à la portée de la solution que nous fournirons. Présent à la cérémonie d'ouverture, le directeur général du BBDA et le secrétaire général du ministère chargé de la culture ont salué et encouragé l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cet atelier-là vise à une migration du logiciel WIPO POS vers WIPO Connect, laquelle migration pourra permettre d'améliorer la qualité de service, certainement, des organismes de gestion collective du droit d'auteur, vu que la culture du droit d'auteur reste encore une problématique dans nos États africains. Tout à l'heure, on échangeait avec les autres responsables des bureaux de droit d'auteur sur les accords de réciprocité que nous avions, mais qui manquent un peu de dynamisme. Je pense que c'est une occasion aussi de relancer cette coopération et la rendre plus dynamique pour le bonheur et l'épanouissement des différents créateurs. Pour être témoin de la belle initiative de l'OMPI, les sociétés de droits d'auteur du Bénin, du Togo, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal ont envoyé des représentants à Ouagadougou pour ce séminaire de 2 jours. Après 1h30 de louanges et d'adoration, une question a été posée aux fidèles de l'église des Assemblées de Dieu Ebenezer, à savoir, as-tu reçu la marque? Le monde est rempli de signes. Et quand une personne fabrique quelque chose, il met sa marque pour faire la différence des autres. Ça c'est aussi que la marque d'un chrétien, c'est l'esprit de Dieu en lui. Si un chrétien n'a pas l'esprit de Dieu en lui, il n'a pas la marque. Ce genre de message ne plaît pas aux gens. Mais ce n'est pas un problème, il y avait aussi des mystiques. Et parmi les chrétiens, ceux qui recherchent encore la plénitude de cet esprit sont peu.
Et pourtant la Bible nous dit que dans les derniers temps, Dieu répandait de son esprit sur toute terre. Alors il est à moi et à toi de rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de marques. Selon le pasteur Benjamin Zongo, un chrétien victorieux est un chrétien rempli du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, dans ces derniers temps, il est difficile de remporter la victoire sans la présence du Saint-Esprit. Parce que les voies du péché sont maintenant en raccourci. Ça c'est qu'il est plus facile de faire le péché. Partout où nous sommes, nous pouvons faire le péché facilement. Mais si l'Esprit de Dieu est en toi et en moi, alors nous allons remporter la victoire. Que Dieu nous aide à vivre. Faisons de notre possibilité pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Rappelez-vous que c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons être élevés. Si non par l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas remporter la victoire. Les jeunes gens recherchaient le baptême du Saint-Esprit. Les femmes recherchaient le baptême du Saint-Esprit. Les hommes et les enfants. Et ainsi que les pasteurs. À moins qu'on va rechercher. Si ensuite n'a pas le baptême, tu ne peux pas aller à l'école biblique. Que Dieu nous aide à vaincre. Efforçons-nous et montons sur la haute. Doublons l'attitude de notre prière. Ce qui suscite une interrogation, comment peut-on être alors revêtu du Saint-Esprit? C'est la prière et surtout la soumission à la parole de Dieu. Être soumis à la parole de Dieu et surtout prier intensément. Raison pour laquelle j'ai appelé à tout le monde de rester dans la prière et de remonter dans la chambre haute pour pouvoir avoir l'Esprit Saint. Agir vaut mieux que parler. Le serviteur de Dieu a conduit le peuple de Dieu dans des moments de prière afin qu'il soit revêtu par la plénitude du Saint-Esprit. As-tu reçu la marque ou encore es-tu rempli du Saint-Esprit? Si tu ne l'as pas encore reçu, conclut l'orateur, lève-toi et recherche.